Aujourd'hui, Semidi reçoit un jeune garçon atteint de la myopathie de Duchenne. Laurie Patrick Dylan est né le 25 juin 2002 à la maternité de Yopougon, Maroc. Atteint de la neuromyopathie, une pathologie qui détruit peu à peu tous les muscles de son organisme, il se voit obligé, malheureusement, d'arrêter l'école en classe de 4e. Mais Dylan reste un grand passionné de dessin. Depuis l'âge de 7 ans, il réalise des portraits, une activité qui lui permet de retrouver sa joie de vivre. Découvrons toute son histoire dans un instant sur le plateau de Semidi. Que les premiers symptômes chez Dylan sont apparus à l'âge de 5 ans à la suite d'une erreur médicale. Oui. Vous êtes très bien placée, Sophia, pour nous raconter un peu cet épisode de sa vie. Bon, en fait, à partir de 5 ans, il n'arrivait pas vraiment à marcher normalement. C'était compliqué pour lui. Et c'est comme ça qu'on a décidé... Et pourtant, tout allait bien. Hein? Oui, tout allait bien depuis normalement, tout allait bien. Et à partir de 5 ans... Mais vous nous avez parlé d'un paludisme qui a été maltraité. Voilà, il était malade, il avait le palu. Et c'est comme ça qu'il était en ce moment... Je vais vous aider un peu. Ok. Il était en ce moment avec son père. Et c'est comme ça qu'ils lui ont fait une injection. Normalement, l'injection devait être faite intraveineuse, mais ça a été fait intramusculaire. Donc c'est ce qui a provoqué, qui a accéléré en disant la maladie. C'est ce qui a été à la base de la maladie. Et dès lors, les premiers symptômes que vous constatez sont lesquels? C'est le fait qu'il n'arrive pas à marcher normalement. Alors tout de suite, il a des difficultés pour marcher. Oui, il a des difficultés même pour prendre les escaliers. Il n'arrive pas à marcher normalement, il n'arrive pas à, chose comme on appelle ça, il ne faisait plus le sport à l'école. Il était dispensé. Voilà, en fait, c'était ça. Et il allait à l'école à quel âge? Il allait à l'école normalement. À 5 ans? Oui, il a fait la maternelle, oui, normalement. Normalement, d'accord. Alors, lorsque vous constatez cela, votre premier réflexe, c'est quoi? Bon, on avait dit, comme c'était par rapport à l'injection, donc on a commencé, on dit de voir un kiné. Et c'est le kiné qui avait commencé à le faire, la rééducation. Qui vous conseille de voir un kiné? C'est un médecin. Un médecin? Oui, oui, qui a dit de voir un kiné. Comme c'est une injection, ça va passer. Au fur et à mesure qu'on faisait la rééducation, ça s'aggravait. Avez-vous eu l'occasion d'échanger avec le médecin qui lui avait fait l'injection? Non, on ne l'a pas retrouvé parce qu'après ça, il a fermé sa clinique. Ah, c'était une clinique privée? Voilà. C'était ça. D'accord. Allô? Vous voulez intervenir? C'était la question que je me posais parce que après l'injection, les premières semaines, vous remarquez que votre petit boite et tout. Pourquoi, dès cet instant, avant d'aller voir un médecin qui vous demande d'aller voir un kiné, pourquoi vous ne retournez pas directement Il ne vivait pas avec moi. Il ne vivait pas avec moi, il vivait avec son père en ce moment. Voilà, donc c'est son maître de l'école qui a remarqué qu'il avait des difficultés pour prendre les escaliers. Et c'est comme ça qu'il m'a fait signe pour dire que l'enfant a vraiment un problème. Voilà. Alors, c'est vrai que vous constatez le problème, vous allez chez un kiné, mais selon le témoignage, selon l'histoire que vous avez racontée, c'est à partir de 12 ans que la maladie a été diagnostiquée. Oui, oui, à Chaudon-Orion. Alors, qu'a été sa vie durant tout ce temps? Franchement, c'était difficile. C'est-à-dire entre 5-6 jusqu'à 12 ans. Oui, oui. Bon, il vivait normalement, pas les rééducations, il allait à l'école, mais c'était compliqué puisqu'il tombait fréquemment. Voilà, quand il va en classe, il tombe, quand quelqu'un le touche, il tombe, donc les gens sortaient pratiquement avant lui. Voilà, donc c'était compliqué. Il partait à l'école en voiture, il y avait les cas qui venaient le chercher, et puis ses amis l'aidaient beaucoup, le soutenaient, l'aidaient à monter, à entrer en classe. Alors, Dylan est là, il a forcément des souvenirs. Hein. Moi, j'ai des souvenirs de quand j'avais 4 ans, tout ça. Donc, à partir de 5 ans, on a quand même des souvenirs. Alors, quand ces signes-là se présentent, que vous avez des difficultés à marcher, comment ça se passe à l'école avec vos amis? À l'école, ça s'est mal passé. Parce que mes amis se moquaient de moi. Quand ils marchent, c'est comme un PD, il y a comme une image là-bas. À dimanche, lui-même, il fait rien. Souvent même, quand je tombe même là, il y a temps quand les autres passent pour m'aider parce que j'ai honte. En fait, c'est tellement récurrent, les enfants qui se moquent de leurs camarades. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là?
Oui, allez-y. Il y a franchement quelque chose à faire, c'est la sensibilisation au niveau des parents. En fait, pour un parent, on ne peut pas imaginer qu'un enfant puisse être parfois méchant. Parce que pour les enfants, c'est peut-être un jeu. Ils en rigolent. Mais c'est un vrai problème. Le harcèlement au milieu scolaire, c'est un véritable problème qui empêche certains enfants de poursuivre leurs études. Et il faut que les parents sensibilisent leurs enfants depuis la maison. C'est clair. Il faut expliquer à l'enfant que ce n'est pas gentil de se moquer de son ami, qu'il ne faut pas le faire. Et si vous apprenez que votre enfant fait ça, il faut le punir en fait. Parce qu'effectivement, ça devient c'est récurrent. Pour tous les témoignages de personnes différentes qu'on a eu à recevoir sur le plateau ou des personnes qui avaient des anomalies, je veux dire que c'est toujours revenu. Toujours, à l'école. Les enfants se moquent et ça laisse tellement des marques indélébiles. Exactement. Vraiment, qu'on se pose des questions. Donc, il faut absolument que les parents, comme Jessica le disait, que les parents jouent leur rôle à ce niveau pour ne pas que les enfants se moquent de leurs camarades, qu'ils arrêtent de le faire. Parce que les conséquences sont énormes et graves. Vraiment. Voilà. Allez-y, continuez. Ça fait que quand le cas vient me chercher à 7 h, ça fait qu'à cause de moquerie, souvent il fait exprès de dormir pour ne pas aller à l'école. Souvent même quand le cas me dépose, je préfère aller m'asseoir et attendre quand les cours finissent. Et puis il rentre à la En ce moment, papa disait quoi? Puisque vous n'étiez pas encore avec maman. Si, en ce moment, il était avec moi. moi. Ah, d'accord. Voilà. Là, il était avec vous. Mais il ne me disait pas tout ça. Il n'y a pas longtemps qu'il a commencé à parler de ce qu'il a traversé, vécu. Voilà. Et je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu t'ouvrais pas à moi me dire? Et puis, j'allais essayer de t'apporter un soutien, quoi, en fait. Voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous ressentiez comme douleur? Je me sens mal parce que ma maman souffre trop. Souvent même, quand elle va au travail, il reste dans mes déchets même. Quand elle vient, elle me suit. Tout ça. Souvent, elle s'est fait opérer. Elle avait un kyste dans le sein. Elle s'est fait opérer. On est rentré dans la douche. Elle a tout bouché. Dès qu'elle a tout bouché, elle m'a tapé un peu. Ma tête partait vers le WC, c'est ça. Elle a laissé ses seins qui lui faisaient mal là pour mettre ses pieds pour que ma tête ne touche pas le WC. On est tombé sur son pied et tout ça. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que la situation dans laquelle vous vous retrouvez depuis quelques années a eu une forte influence, un grand impact sur la vie de votre maman. C'est bien cela? Franchement. Le micro, rapprochez le Parce micro. qu'arrivé à un certain moment, je me sentais vraiment abandonnée. Je n'avais pas de soutien. J'étais avec lui seulement. C'est moi qui le lave, qui l'habille, qui le soigne. Vraiment, c'est pas facile. Il pèse comme c'est pas possible. Allez-y, Jess. En tant que maman, quand on a laissé, enfin, je dirais pas laissé, quand on a confié son enfant au père en bon état, quand on vient et qu'on se rend compte que l'enfant a ce problème-là, est-ce qu'au fond de nous, on culpabilise en tant que mère? Comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce qu'on le vit en fait? Franchement, je me suis culpabilisée parce que il était avec moi d'abord. J'avais un magasin de pagne et j'étais victime de vol. Et c'est comme ça que j'ai voulu qu'il parte chez son père le temps que je me retrouve. Donc je me suis dit que s'il n'était pas parti là-bas, je ne l'avais pas laissé aller chez son père, il n'allait pas avoir cette maladie. Vous n'en savez rien. Hein. C'est ça. Bon, c'est ce que je me disais en fait. Donc en partie, je me disais que peut-être à cause de moi aussi. Non, il faut arrêter de culpabiliser. Vraiment. Vous n'avez rien à voir là-dedans. C'était peut-être prévu que ça arrive. Mais nous, si on doit en vouloir à quelqu'un, c'est le médecin. Le médecin. C'est le médecin. On ne sait vraiment pas si c'est un bon médecin. Et surtout qu'il a pris la poudre d'escampette après. Voilà, il va falloir se poser des questions à ce niveau. Alors, Dylan restait tout seul à la maison lorsque maman allait vaquer à ses occupations. Voilà, parce qu'il fallait travailler, il fallait le nourrir, le soigner. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, je le laisse et puis je vais au restaurant. Je rentre souvent tard, 1 h, 2 h du matin. Tout ce temps, il est seul. Est-ce que vous êtes tranquille lorsque vous avez un enfant à la maison qui n'a pas, je vais dire... Qui n'est pas autonome, on va dire ça. Tout à fait. Franchement, je ne suis pas tranquille. Parce que souvent, quand je suis au travail, je me dis, mais et s'il y a court-circuit, et s'il y a un problème, le temps de courir, d'arriver. C'est clair. Oui, donc, franchement, je me posais des questions. Donc, dès qu'il m'appelle maman, il y a ceci, je suis obligée de laisser les clients et puis de courir, venir à la maison. Voilà. Et puis, les femmes aussi que je trouvais pour pouvoir s'occuper de lui, elles disaient des noms vraiment énormes, des sommes vraiment énormes que je ne pouvais pas. Parce qu'à moi seul déjà, vous n'aviez pas les moyens. Oui, ces traitements sont vraiment chers. Le père ne vous aidait pas? Pas du tout, franchement. Pas du tout. Et Dylan vivait comment cela? Je vivais mal.
Lorsque vous aviez par exemple envie d'aller aux toilettes, tout ça, comment ça se passait? C'est difficile. Comme il n'arrive pas, elle a un bidon de awa, j'urine dedans. J'ai pas bien entendu. Elle a un bidon de awa, bon, on va dire une bouteille. Une bouteille. D'accord. Dassini, par exemple. Dassini. Par exemple. Une bouteille Dassini. Chic placement de produit. C'est dedans que j'urine. D'accord. Mais si c'est pour les toilettes, je viens. Et toute la journée, vous étiez à la maison. Oui. Vous faisiez quoi pour vous occuper? Je regarde quelques séries, je joue des jeux vidéo et puis je dessine. Le dessin, justement, le dessin nous intéresse. Le dessin intervient à quel moment? Le dessin, c'est à 12 ans. À 12 ans. Qu'est-ce qui a créé le déclic? Les tutos et puis les mangas que je regardais. Vous étiez? Les tutos et puis les mangas que je regardais. Les dessins animés. Ah, d'accord. Tutoriel pour apprendre à dessiner sur Internet. Ah, d'accord. Donc, vous avez appris à dessiner tout seul. Oui. Et dès lors que vous avez commencé à dessiner, on va revenir sur l'histoire du dessin. Dès lors que vous avez commencé à dessiner, comment est-ce que vous avez commencé à vous sentir? Je me sens, quand je dessine, je me sens puissant, je me sens fou. Quand vous dessinez, vous vous sentez puissant. Oui. Mais quand je dessine, ça me permet de ne pas trop penser à ma maladie, tout et tout. Waouh. Mais quelle force de caractère, mais quelle force vous avez en vous. C'est impressionnant. Non, mais je suis tellement contente de le dire parce que hier, on le disait ici sur ce plateau, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas forcément une activité qui vous permet de gagner de l'argent, le fait de vous sentir utile, le fait de savoir que vous pouvez faire quelque chose de vos mains, il y a une satisfaction, c'est déjà une satisfaction et il y a un épanouissement qui naît de façon systématique. C'est ça. Et c'est cela, c'est ce que ça a produit en vous. Donc, quelque part, on pourrait dire que vous avez trouvé une partie de la solution à votre problème. Vraiment. Je n'ai plus rien à dire, si ce n'est qu'aller à la pub pour souffler un peu. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec Dylan et sa mère. Nous sommes tout simplement éberlués par ce témoignage qui nous remplit d'émotions sur ce plateau. Comme nous l'avions annoncé, eh bien, Dylan est atteint d'une maladie qui s'appelle la neuromyopathie, une maladie qui atteint donc les nerfs et les muscles. Et depuis plusieurs années, il se retrouve dans une chaise roulante abandonnée à la maison pendant que sa mère part chercher sa pitance journalière. Alors, Dylan, vous êtes à la maison, vous dessinez. Il faut dire que vous passez toutes vos journées à la maison. Vous ne sortez presque jamais. Du 1er au 31, c'est ça, le jour de son anniversaire qu'il vient, je le fais venir au restaurant. Oui. Et depuis quel âge il ne sort pas de la maison? Vraiment, il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Je ne sais plus, mais il y a longtemps. Depuis qu'il n'arrive pas à marcher dans la maison. Wow. Mais justement, je suppose que vous n'avez pas baissé les bras quant à ce qu'il recouvre totalement la santé et la motricité de ses membres. Alors, qu'est-ce que les médecins vous ont dit? Vous avez consulté des médecins? Oui, les médecins qu'on a consultés, ils ont dit qu'ici, on ne pouvait pas traiter ce mal-là. Qu'il fallait aller en Europe pour le traiter. Et moi, je n'ai pas les moyens pour lui emmener. Donc, ce sont les rééducations simplement. C'est pour juste qu'ils soient en forme. Le micro, c'est C'est pour juste qu'ils soient en forme. Ça ne peut pas faire quelque chose. Voilà, le fonction de la maladie. Il faut forcément qu'il aille en Europe pour se faire soigner. Vous avez tout à l'heure parlé d'anniversaire. Moi, je veux bien demander à mon invité chéri. À mon invité chéri. Alors, si je vous demandais, par exemple, en ce jour d'anniversaire, de formuler 3 vœux. 3 vœux qui vous coûtent cher. Réfléchissez un tout petit peu. Je vous laisse bien. 3 vœux. 3. Vœu numéro 1. 3 vœux. La guérison. La guérison. Le Seigneur a entendu. Vœu numéro 2. Vœu numéro pour que ma maman soit heureuse. C'est trop mignon. Vœu numéro 3. Et puis, vivre une belle vie. Une belle vie. Et quel est votre artiste préféré?
C'est DJ Arafat et c'est Ariel Chéné. Ariel Chéné est votre artiste préféré. Et au départ, c'était Arafat, c'est ce que vous nous avez dit. Et maintenant, c'est Ariel Chéné. Joyeux Et voilà son ami, son meilleur ami, Séri Fidèle, tient le gâteau. Il est accompagné de sa mère, Séri Bada. Nous avons décidé de vous offrir ce gâteau. Sophia, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Eh bien, Ariel, venez par ici. D'accord. Venez par ici, s'il vous plaît. On ne se fait pas de bisous, hein. On est désolé, vraiment. Coronavirus oblige, je l'aime bien, Ariel, mais je ne peux pas lui faire de câlin. Vraiment dommage. Alors, Dylan. Non, je vais passer la parole à Amon d'abord. Sophia, vous voulez dire quoi? Vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est juste merci à ce midi. Ne me faites pas pleurer. Et puis Ariel, c'est pas facile cette souffrance, vraiment. Mais je suis vraiment fort dure pour lui parce que je ne veux pas être triste. Je ne veux pas que lui aussi soit triste. Vraiment, merci. Parce que vous avez un garçon vraiment courageux. Merci, merci, merci. C'est juste merci que je peux vous dire. Il en a besoin. Et tout le temps à la maison, il ne peut pas sortir. Souvent, je suis là, je dis, je ne peux plus supporter. Jusqu'à quand je vais me suicider? J'ai même essayé. J'ai même essayé. Jamais. Ne dites pas ça. Ne redites plus jamais cela. Si vous êtes là, ici sur le plateau, c'est parce que vous êtes une brave femme. Vous avez éduqué toute seule cet enfant, malgré son handicap. Et aujourd'hui, il est là. Il n'est pas malheureux. Quand on le regarde, on a juste envie de vivre. On a juste envie de jouer de la vie. Parce qu'il dégage quelque chose. Il a une certaine aura. Regardez l'enfant. Une belle énergie, une très belle énergie. Dylan, oui. Vous voulez dire quelque chose? Je suis fier de ma maman. Oh. En plus de cela, il est vraiment fier de vous. Et je suis content de voir mon artiste préféré, Ariel Chéné. Et quel est le morceau d'Ariel que vous aimez le plus? C'est Sommet. La défaite, je la connais pas, je vais tout casser. Pardon? La défaite, je la connais pas, je vais tout casser. Vous voyez comme c'est important d'avoir de bons messages dans vos chansons? Exactement, voilà. Exactement. Ça me fait vraiment plaisir. Aïe! Attention. Je suis trop contente pour vous. Et voilà, votre meilleure amie est là aussi. Voilà, on lui fait un coucou. Séri, ça va? Tout va bien? Bon, c'est Fidèle, hein? Son meilleur ami et sa mère est là. Et on a Salut tout le monde, ça va? Alors son meilleur ami voudrait intervenir très rapidement. D'accord. Non, attendez, je passe la parole à la star. Alors, Ariel, oui. Il est là? Bah, je suis vraiment... Est-ce qu'ils n'ont pas des trains en commun, là? Si, franchement, ils se ressemblent pas un peu façon... Ils ont le même faciès. Je sais qu'à Corona, mais est-ce qu'Ariel peut se mettre juste à côté? Oui. J'ai bien envie. Vous pouvez mettre le coude. Voilà. Le coude, saluez-vous du coude. Comme ça, comme ça. Voilà, le coude. C'est dur, je peux imaginer, quoi. Le coude. Ouais. D'accord. En vrai. Ariel, c'est comment? Apparemment, Philo est là. Il a Ariel. Ouais. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit ouais. Et il est bon dessinateurs. C'est un garçon courageux. C'est tout ce que je peux dire. C'est un garçon courageux. Maman, t'as fait un garçon. Franchement, il faut être fier de lui. De la même manière, il est fier de toi, tu peux être fier de lui. Et moi, je suis très fier d'être là parce que c'est comme tu as dit, porter de bons messages, c'est très important. Ça donne la vie, ça donne l'espoir et ça donne envie d'aller de l'avant. Donc voilà, moi je suis très fier d'être là. Merci beaucoup. Et puis, tant que les gens comme ça auront besoin de moi, je pourrai être là pour leur donner de la force. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai tellement envie d'embrasser tout le monde sur le plateau. Mais Monsieur Corona, non mais il m'énerve ce gars. Franchement, il est vaincu. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu. Merci, ça nous fait vraiment plaisir. Vraiment. Et vous ne savez pas ce que vous avez produit dans le cœur de Dylan. C'est son anniversaire. Dylan, joyeux anniversaire. On vous souhaite la santé. Merci. On souhaite que quelqu'un de ce pays, quelqu'un de ce pays appelle l'équipe de ces midis pour dire
cet enfant, je vois en lui une belle étoile. Amen. Et je ne veux vraiment pas qu'il reste dans ce fauteuil. Il avait de très bonnes notes à l'école. Hein. Je ne veux pas qu'il reste dans ce fauteuil. Je paye le billet, la prise en charge. Il part en France, il part en Europe se faire soigner. Amen. Dans quelques années, l'animatrice ou l'animateur qui sera là rendra le témoignage de ce petit garçon. J'en suis sûre et certaine. Merci beaucoup. Merci Ariel. Allez. Non, ça allait trop me faire mal. Au revoir, C'est tout le pas monde. comme ça. Merci. Maman, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à notre chéri Dylan, si ce n'est de continuer de garder espoir, d'avoir toujours cette joie de vivre et de croire que le miracle est possible. Vous allez obtenir votre guérison, ça c'est sûr. Moi, j'en suis tellement convaincue et on a été très, très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Gros bisous, je vous embrasse très fort. Tu ne savais pas tes tontons? Et voilà. Quelque chose à dire? Il m'a dit, mon tonton qui m'aide, qui m'a soulevé, il dit merci. Tonton Théo. Tonton, son nom c'est quoi? Tonton Théo. Tonton Théo, merci beaucoup. Merci. Tonton Alain aussi. Et tonton Alain aussi. Tonton Zamblé. Il m'a tapé ce style. Merci beaucoup. Portez-vous bien et encore joyeux anniversaire. Merci. Voilà, c'est donc la fin de notre témoignage avec notre invité. J'espère que vous avez aimé cet échange. Eh bien, demain, c'est le dernier numéro. Voilà, donc c'est l'avant-dernier. Franchement, moi, j'ai pas du tout mal d'avoir échangé avec vous. Vous êtes le dernier appel à témoins de la saison 7 de C'est Midi. C'est fort. Merci beaucoup. Je vous aime.